Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours numéro 3 de l'électrostatique. Donc ce cours extrêmement important, on va parler de la méthode de calcul du champ électrostatique par une distribution continue de charge en utilisant la méthode directe. Voilà une méthode qui vous pose énormément de problèmes, donc on va essayer de le voir en détail. Donc je vous rappelle que dans le cours numéro 2, j'ai traité tout ce qui concerne le calcul de champ électrostatique créé par une distribution discrète, c'est-à-dire une distribution discontinue de charge. Bien, qu'est-ce que c'est qu'une distribution continue de charge? Donc vous savez que le nombre de charges en général que contient un élément est extrêmement important et souvent on préfère caractériser ces charges par une fonction continue et non pas une fonction discontinue. Et suivant là où cette charge existe, c'est-à-dire dans un volume, dans une surface ou sur un fil, on va définir trois types de distribution de charge. Ce qu'on appelle une distribution volumique, surfacique et linéaire. Donc si vous avez un volume, un cylindre par exemple, ou dans ce cylindre, vous avez un grand nombre de charges électrostatiques qu'on peut considérer comme une distribution continue, on peut les caractériser par une densité de charge qu'on appelle ρ. ρ, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de charges par unité de volume. Dans une surface, on définit la densité de charge surfacique comme la charge par unité de surface. Et pour un fil, une distribution linéaire, on va introduire ce qu'on appelle une distribution léinique ou linéaire qui est la charge par unité de longueur. Et vous voyez maintenant pourquoi dans le TD numéro 1, j'ai parlé de ce que c'est qu'un élément de volume, un élément de surface et un élément de longueur. Voilà leur utilité. Donc voilà, souvent on vous donne trois cas, on va s'intéresser à trois cas, c'est les trois cas qui existent. Si la charge est distribution en volume, on parle de distribution volumique. Si c'est sur un plan, sur une surface, on parle de distribution de charge surfacique ou linéaire. Et la charge par unité de volume, on l'appelle ρ, par unité de surface, on l'appelle sigma, c'est juste une densité, par unité de longueur, c'est lambda. Bien, maintenant, je rappelle que le champ créé par une charge ponctuelle on a un point M situé à une distance R est donné par 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré fois U. U, c'est le vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point où je calcule le champ. Eh bien, comment déterminer le champ maintenant créé par une distribution continue de charge? Qu'est-ce qu'on fait? On partage. On prend un élément de charge ou bien une charge très très petite qu'on peut considérer comme ponctuelle, une charge d de q, et on va appliquer la même formule. Donc cette charge d de q va créer un champ qu'on va appeler cette fois-ci d de e, qui est 1 sur 4 pi epsilon 0 d de q sur r carré fois u. Donc le rôle que joue la charge ponctuelle ici est joué par un élément de charge très très petit qu'on peut considérer comme ponctuel. Et pour calculer le champ total, il suffit d'intégrer sur toutes les charges qui se trouvent, que ce soit en volume, en surface ou sur le fil, en utilisant bien sûr le théorème de superposition. Donc, une charge d de q permet de créer un champ d de e. Donc, le champ total, ça sera tout simplement l'intégrale sur tout l'espace où se trouvent les sources. Donc, ça sera un volume, ou bien une surface, ou bien une droite de d de e. Et là, il faut faire très très attention à cette formule. D'accord? Pourquoi? Parce que cette expression, en fait, elle contient trois formules. Si on travaille en coordonnées cartésiennes, par exemple, e de x, c'est l'intégrale d de x, ey, c'est l'intégrale d de y, ez, c'est l'intégrale d de ez. Autrement dit, si on vous donne par exemple une droite qui est chargée avec une distribution linéaire lambda, il ne faut pas remplacer d de q par sa valeur et intégrer. Faites très attention, parce que on n'a pas le droit de sommer des vecteurs qui ont des directions différentes. Cette formule contient en fait trois expressions, donc trois composantes. Il faut calculer chaque composante séparément. Je vais vous donner la méthode de calcul
dans le cas général dans la suite. Donc notez bien, avant de faire aucun calcul dans la méthode directe, il faut toujours utiliser la symétrie et ne calculer que les composantes. On s'intéresse aux composantes. On ne calcule jamais le champ total E directement. Et calculer les composantes non nulles du champ électrique. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle une distribution continue de charge. Ça peut paraître un peu difficile, je sais, c'est la méthode qui vous pose énormément de problèmes, mais si vous suivez les méthodes ou bien la procédure que je vais décrire dans la suite, et on va l'appliquer dans plusieurs exemples tout à l'heure, vous allez voir, le problème devient beaucoup plus simple. Donc voilà la méthode qu'il faut suivre. Premièrement, on vous donne un problème, déterminez le champ par la méthode directe. Avant de faire quoi que ce soit, utilisez la symétrie, même si ce n'est pas demandé dans l'exercice. La symétrie et les invariances. Pourquoi? Pour simplifier au maximum l'expression du champ électrique, pour savoir quelles sont les composantes non nulles, et ces composantes, elles dépendent de quelle variable. Bien. Deuxième point. Déterminer le champ créé par une charge ponctuelle D de Q. Là, vous appliquez juste la définition. Une charge D de Q crée un champ D de E et vous écrivez la définition. Troisième étape, chercher les composantes utiles, c'est-à-dire les composantes non nulles. S'il y a une seule, il faut la déterminer. S'il y en a deux, il faut les déterminer. S'il y en a les trois, il faut les calculer. Et enfin, vous allez voir que souvent, en électrostatique, comme en magnétostatique, souvent les composantes dépendent de plusieurs variables. Et si plusieurs coordonnées sont non indépendantes, ça veut dire si vous faites varier une, l'autre varie aussi, il faut les exprimer en fonction d'une seule variable, ne garder qu'une seule dans le calcul. Donc cette expression, vous allez mieux la comprendre quand on va traiter l'exemple d'application. Bien, je passe rapidement sur les invariances et les règles de symétrie parce que sur la chaîne, vous avez une vidéo spécialement où j'ai traité en détail ces problèmes d'invariance et de symétrie. Donc, les invariances, ça vous permet de déterminer les variables dont dépend le module du champ. La symétrie vous permet de déterminer quelle est la direction du champ électrique. Faites très attention, deux choses complètement différentes. Bon, quelques exemples d'invariance. Prenez un fil infini. Un fil infini, chargé avec une distribution de charge uniforme. Vous êtes en ce point, si vous faites une translation sur l'axe Z, à la même distance de l'axe Z, c'est-à-dire vous êtes à la distance ρ, θ et Z en coordonnées cylindriques, et vous faites juste varier Z à Z plus D de Z, si vous êtes là. Est-ce que vous allez observer le même système, sachant que le fil est infini? Bien sûr, vous allez observer toujours le même système. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit la règle d'invariance? Si je fais varier une variable et le système reste invariant, toutes les grandeurs physiques ne doivent pas dépendre de cette variable. Donc le champ ne dépendra pas de Z. Voilà ce qu'on appelle invariance par translation. Donc le champ ne dépendra que de ρ et de θ. Qu'est-ce que c'est que l'invariance par rotation? Toujours prenez un fil infini ou bien un cylindre infini. Vous faites varier juste θ. Vous êtes à une position ρ, θ et Z. Je tourne autour du cylindre, c'est-à-dire je fais varier θ. Si le cylindre est chargé de manière uniforme, celui qui est là ou bien dans cette position va observer toujours le même système. Je fais varier une variable, le système est invariant, donc le champ ou toutes les grandeurs physiques ne doivent pas dépendre de θ. Donc, pour une invariance par rotation autour d'un axe, le champ ne dépendra que de R et de Z. Maintenant, si vous avez invariance par translation et par rotation, c'est ce qu'on appelle une symétrie cylindrique, le champ ne dépendra que de R. Pourquoi le champ dépend de R? Si vous êtes là, ou bien vous êtes sur une distance ici, c'est plus la même chose. Là, vous êtes très proche du cylindre, là, vous êtes très loin, là, vous êtes à l'intérieur, là, vous êtes de l'autre côté. Donc, vous voyez, la symétrie change. Symétrie sphérique, là aussi les coordonnées sphériques, vous avez toute une vidéo consacrée aux différents systèmes de coordonnées, là je passe vraiment très rapidement. Donc les coordonnées cylindriques, je le rappelle, c'est R, θ et φ. Donc faire varier φ, ça veut dire tourner la sphère autour de OZ, et faire varier θ, c'est tourner la sphère dans ce sens-là, d'accord? Vous voyez bien qu'un observateur qui est là,
Vous prenez une sphère chargée de manière uniforme, vous la tournez dans ce sens ou dans ce sens-là, il va observer toujours la même sphère. Donc le champ ne dépendra ni de θ ni de φ, il dépendra aussi uniquement de R. Bien, maintenant pour la symétrie. Pour la symétrie, je rappelle d'abord ce que c'est que la symétrie d'un vecteur par rapport à un plan. Donc voilà, prenez par exemple ce vecteur et je vais chercher son symétrique. Vous prenez les deux points extrémités du vecteur, faites la perpendiculaire par rapport au plan, vous déterminez ce point. Bien sûr, cette distance est égale à celle-là. L'autre extrémité, la perpendiculaire au plan, cette distance est égale à celle-là. Vous joignez les deux points et vous obtenez ce qu'on appelle le symétrique d'un vecteur. Qu'est-ce que c'est que l'antisymétrie d'un vecteur? C'est tout simplement, vous faites d'abord le symétrique, ça c'est le symétrique, et vous multipliez par moins 1. Donc voilà, je fais le symétrique d'abord, donc voilà ce vecteur, voilà son symétrique, vous le multipliez par moins 1, c'est-à-dire vous changez le sens, et ces deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle des vecteurs antisymétriques. Voilà un vecteur, voilà son symétrique, je multiplie par moins 1, voilà ce qu'on appelle l'antisymétrie d'un vecteur. Bien, la symétrie, donc les invariances ne permettent de déterminer les variables dont dépend le champ électrique. La symétrie, elle, permet de déterminer quelle est la direction du champ électrique. Et d'abord, je rappelle que ce que c'est qu'un plan de symétrie pour une distribution de charge. Quand est-ce qu'on dit que ce plan, par exemple, π est un plan de symétrie? Là, j'ai représenté une distribution de charge assez bizarre. Là où il y a le noir, c'est des charges négatives. Là où il y a des blancs, c'est des charges positives. Et vous voyez bien que n'importe quel point M que je prends ici, je cherche son symétrique, vous avez exactement la même charge. Et dans ce cas-là, on dit que ce plan est un plan de symétrie. Donc, quand est-ce que P est un plan de symétrie pour une distribution de charge? Si, quel que soit le point M qui appartient à cette distribution, vous cherchez son symétrique par rapport au plan, si les deux points contiennent la même charge, ce plan est dit plan de symétrie. Et la règle de symétrie, en deux points symétriques, le champ se transforme en son symétrique. Je viens de définir qu'est-ce que c'est que la symétrie d'un vecteur. Voilà un exemple concret. Imaginez, vous avez une distribution de charge de cette forme-là. Le point noir, c'est une charge négative. Tout ce qui est bleu, c'est une charge positive. Vous voyez bien que ce plan P, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Je prends ce point, par exemple, voilà son symétrique. Et vous voyez, j'ai une charge positive, une charge positive. J'ai ce point-là, ici ce point, il n'y a rien, sans symétrique, il n'y a rien. Donc vous voyez bien que le symétrique de cette partie, c'est exactement l'autre. Donc ça, c'est un plan de symétrie de charge. Et si P est un plan de symétrie de charge, tout point symétrique par rapport à ce plan, voilà le point M, voilà le point M' sans symétrique par rapport au plan. Si je connais le champ au point M, le champ au point M', c'est le symétrique du champ au point M. Vous voyez bien que pour deux vecteurs qui se transforment en sens symétrique, les composantes parallèles se conservent, les composantes perpendiculaires, il y a un signe moins. D'accord? Bien. Cas particulier, maintenant, si M appartient cette fois-ci au plan de symétrie, pour que ce champ se transforme en sens symétrique, la seule condition que la composante perpendiculaire elle est nulle. Donc le champ appartient au plan de symétrie. Voilà la première règle de symétrie. Et c'est celle-là qu'on va utiliser dans les exercices. En tout plan de symétrie d'une distribution de charge, vous êtes sûr que le champ appartient au plan de symétrie. Autrement dit, la composante perpendiculaire à ce plan, elle est nulle. Vous voyez, rien qu'en utilisant la symétrie, on peut déduire que certaines composantes sont nulles. Voilà. Voilà concrètement deux charges Q1 et Q1 et Q1, donc les mêmes charges. Ce plan-là est un plan de symétrie pour ces deux charges ponctuelles. Je prends deux points symétriques par rapport à ce plan, voilà ce point M, voilà ce point M'. Et je vais essayer de construire le champ au point M et au point M', et vous allez voir que les champs sont symétriques. Donc Q1 va créer un champ E1, qui est égal à Q1 sur 4πε0, c'est distance au carré. Q1 là aussi va créer un champ E2, qui est Q1 toujours sur 4πε0, c'est distance au carré. Donc le champ total, c'est celui-là. Maintenant, point M',
Q1 va créer un champ en ce point qui est exactement le même module que E2, parce que c'est la même distance, cette distance est égale à celle-là. La même chose, Q1 va créer un champ E'2 qui est exactement le même module que E'1, mais bien sûr il va avoir cette direction-là. Le champ est toujours de la charge vers l'extérieur. Si vous faites E'1 plus U'2, vous voyez bien que ce champ est le symétrique de celui-là. Maintenant, cas particulier, si le champ appartient au plan de symétrie, vous allez mieux comprendre maintenant pourquoi le champ est parallèle et contenu dans le plan de symétrie. Voilà le champ créé par Q1. Voilà le champ créé par l'autre charge Q1. Puisque les deux sont positifs, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur, de la charge vers l'extérieur. Vous voyez bien que ce vecteur plus celui-là appartient au plan de symétrie. Les composantes parallèles s'annulent mutuellement. Donc voilà ce qu'on appelle un plan de symétrie. Voilà un exemple de plan de symétrie. Donc si vous avez une distribution discrète de charge, moins, plus, plus, pour que OX, OY soit un plan de symétrie, il faut que ce point P, voilà son symétrique, j'ai une charge négative, il faut que j'ai une charge négative de l'autre côté. Trois charges positives, voilà leur symétrique, il faut que j'ai trois charges positives. Charge positive, charge positive, charge négative, charge négative. Dans ce cas-là, OX, OY, c'est un plan de symétrie pour cette distribution de charge. Maintenant, pour que OX, OZ soit un plan de symétrie, il faut que j'ai une charge négative, voilà son symétrique, les trois charges positives et ainsi de suite. Dans ce cas-là aussi, vous avez OX, OZ est un plan de symétrie. Bon, voilà un exemple de plan de symétrie. Fil infini chargé uniformément. On reviendra sur le calcul en détail tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M? Voilà, par exemple, on vous dit un fil infini. On vous dit on veut déterminer le champ en ce point. Question, est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par ce point? Toujours utiliser pour déterminer les plans de symétrie les systèmes de coordonnées qui conviennent. Donc là, je suis en cylindrique. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie? Il faut toujours le donner par un point M, parce qu'il faut qu'il appartienne. Le plan de symétrie doit passer par le point où je calcule le champ, plus de vecteurs. Et vous voyez bien que le point M, EZ, voilà EZ, voilà ER, donc ce plan-là est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que quel est le symétrique de ce point par rapport à ce plan? C'est lui-même. Donc, la charge en ce point est la même que la charge en son symétrique. Vous avez un deuxième plan de symétrie, c'est celui-là. Et ce vecteur, c'est quoi? Ce plan, c'est quoi? C'est ER, pardon. C'est ER, Eθ. D'accord? C'est ER, Eθ. Et pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image de ce point P par rapport à ce plan, c'est P'. Et vous avez là une charge D de Q, vous avez la même charge D de Q. Parce que le fil est chargé de manière uniforme. Donc MERZ est un plan de symétrie. MERθ est un plan de symétrie. Quelle est l'intersection des deux? C'est ER. Donc je déduis tout de suite que le champ appartient à l'intersection, ça veut dire le champ est les suivants ER. Et vous voyez, rien qu'en utilisant la symétrie, j'ai démontré que Eθ égale à 0, EZ égale à 0. Et donc la seule composante utile, c'est ER, la projection de E suivant ER, et c'est cette projection qu'il faut calculer. Prenez le cas d'une sphère, là aussi, vous avez deux plans de... Vous avez une infinité de plans en fait qui passent par le point M. Tout plan qui passe par le point M et qui passe par le centre est un plan de symétrie. Mais on va prendre deux. C'est MER Eθ, c'est-à-dire ce plan-là qui coupe la sphère en deux. Et vous avez aussi MER Φ, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à la sphère et qui passe par O. Donc ces deux plans-là sont deux plans de symétrie. Donc le champ appartient à l'intersection. Donc le champ est sur ER. Autre exemple. Prenez un arc chargé. Donc je travaille encore. L'arc se trouve dans le plan OX, OY. Et ce plan-là, il est perpendiculaire au plan OX, OY. Il coupe l'arc en deux. Et vous voyez bien, là, on va essayer de travailler encore de la cartésien. Par exemple, on veut déterminer le champ créé par cet arc au centre O, que j'appelle le point M. Et vous voyez bien que le plan MXY, c'est un plan de symétrie. Donc c'est le plan de l'arc. L'image de ce point par rapport au plan, c'est lui-même. Vous avez aussi le plan MXZ, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à l'arc. Pourquoi c'est un plan? Le symétrique de ce point, c'est celui-là. Et vous avez une charge Q et la même charge Q ici.
Donc le champ appartient à l'intersection des deux. Donc le champ va être suivant EX. Prenez une spire circulaire. Je veux déterminer le champ en un point de l'axe OZ de la spire. Donc là, il faut faire très attention. Par exemple, j'ai OX, OY, c'est un plan de symétrie de la spire. Très bien. Mais est-ce que ce plan ne passe pas par le point M? Donc il ne faut pas parler de ce plan quand je veux déterminer le champ électrique en ce point. C'est vrai, c'est un plan de symétrie, mais du moment qu'il ne passe pas par le point où je veux calculer le champ, ce n'est pas utile pour le calcul. Donc toujours les plans de symétrie, j'insiste, il faut les déterminer par M plus deux vecteurs. Et là, vous voyez deux plans de symétrie. Il y a le plan MX. Bon, là, on peut travailler MXZ. Voilà MX, voilà X et voilà Z. MYZ, pardon. MYZ. Donc voilà, c'est le plan qui coupe la spire comme ça en deux. Ça, c'est MYZ. Et vous voyez bien sûr le plan MXY. C'est le plan, le plan bleu. D'accord? Donc MXY et MYZ sont deux plans de symétrie. Donc le champ il est suivant EY. Cet axe-là, je l'appelle Y. Bon, souvent on l'appelle Z dans l'exercice. Donc là, il faut faire très attention. D'accord? Par contre, par exemple, MXZ, c'est plus un plan de symétrie. D'accord? Parce que le plan MXZ, c'est quoi? C'est ce plan-là. Ce plan-là. Est-ce que ce plan-là est un plan de symétrie? Voilà MXZ. Ce n'est pas un plan de symétrie, parce que le symétrique de ce point, c'est ce point. Ici, vous avez une charge, ici, vous n'avez rien. Donc là, il faut faire très, très attention. Bien. Bien, donc en résumé, si un système admet un plan de symétrie, qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie? Si on P est un plan de symétrie, si et seulement si, quel que soit le couple symétrique par rapport à ce plan, ces deux points doivent contenir la même charge. Maintenant, on va parler de plans d'antisymétrie. D'abord, quand est-ce qu'il faut parler de plans d'antisymétrie dans un exercice? Si vous avez un système qui contient des charges de signes opposés. Il faut absolument qu'il y ait des charges positives et des charges négatives. Pourquoi? Parce que un plan, il dit un plan d'antisymétrie, si et seulement si, quel que soit le couple de points symétriques, les deux points doivent contenir la même charge, mais de signes opposés. Vous voyez par exemple, l'image de la charge négative, c'est une charge positive, et tout ce qui est gris, son image, elle est blanc. Bon, les gris, par exemple, négatif, le blanc, c'est positif. Et qu'est-ce qu'il vous dit la règle de symétrie? En tout point symétrique par rapport à un plan d'antisymétrie, le champ se transforme en champ antisymétrique. Bon, je viens de définir ce que c'est que l'antisymétrie d'un vecteur, c'est-à-dire le symétrique, puis vous multipliez par moins 1. Bien, donc vous voyez bien que deux vecteurs antisymétriques, les composantes parallèles, en fait, parallèles, vous avez un signe moins, voilà la composante parallèle de ce champ, et voilà la composante parallèle de ce champ. Donc vous avez un signe moins entre les deux. Par contre, les composantes perpendiculaires sont les mêmes. Maintenant, si le point appartient à un plan d'antisymétrie, pour qu'un vecteur soit égal à son antisymétrique, la seule condition, il faut qu'il soit perpendiculaire au plan. Et donc, voilà la règle de symétrie, elle est très simple. Si un système admet un plan d'antisymétrie, là vous êtes sûr que le vecteur il est perpendiculaire à ce plan. Donc un seul plan d'antisymétrie suffit, alors que pour le plan de symétrie, j'ai oublié de signaler, le signaler, il faut absolument déterminer deux plans de symétrie. Alors que ici, un seul plan suffit pour déterminer la direction. Voilà un exemple rapidement. Donc voilà, ça c'est un plan d'antisymétrie, parce que vous voyez, ce point sans symétrique, c'est une charge de signe opposé, et c'est la même chose pour les autres. Voilà un autre exemple, un arc chargé avec une distribution lambda cosinus θ. Vous avez ici une charge négative, une charge positive. Donc le plan OX, OZ, c'est un plan d'antisymétrie. Bien. Voilà un exemple, prenez une charge Q ou moins Q, et on va voir que le champ, le vecteur effectivement, se transforme en champ antisymétrique. Donc voilà le champ créé par la charge Q. Charge positive, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur, moins Q, et le champ est dirigé vers la charge. Ah, d'accord, le champ total est celui-là.
Donc la même chose, moins Q, le champ est dirigé vers la charge. Q, le champ est dirigé vers la charge vers l'extérieur. Vous faites la somme et ça vous donne ce vecteur. Et vous voyez bien que ce vecteur, c'est l'antisymétrie de celui-là. Parce que le symétrique de celui-là, c'est ce vecteur-là. Voilà, je vais le tracer. Voilà le symétrique de ce vecteur. Vous multipliez par moins 1 et on retrouve bien que les deux vecteurs, ce sont antisymétries. Bon, si le champ appartient à un plan d'antisymétrie, vous voyez maintenant pourquoi il est perpendiculaire. La charge négative crée un champ qui est dirigé de la charge vers la charge. Charge positive de la charge vers l'extérieur. Si vous faites la somme de ces deux vecteurs, vous voyez bien que le champ est perpendiculaire au plan de symétrie. Bien. Voilà tout ce qui concerne les plans de symétrie et le plan d'antisymétrie. Bien, passons maintenant à un exemple concret. On va essayer d'appliquer tout ce que je viens de décrire dans ce cours. Prenons le cas d'exemple d'une distribution linéaire. Donc un fil chargé avec une distribution linéaire lambda. Question, quel est le champ électrique créé en un point M situé à une distance petit d de ce fil? Donc on va suivre les mêmes étapes que je dis tout à l'heure. Première chose, la symétrie. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie qui passent par le point M? Donc là, vous avez le choix de travailler soit en coordonnées cylindriques, soit en coordonnées cartésiennes. Donc vous voyez bien qu'il y a effectivement deux plans. Le plan de l'écran, c'est-à-dire le plan MXY. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Donc le plan de l'écran, MXY, pardon, parce que l'image d'un point du fil par rapport à ce plan, c'est lui-même. Donc les deux points, bien sûr, doivent contenir la même charge. Et le plan qui est perpendiculaire au fil. Du moment que le fil est infini, ou bien un segment suivant sa bissectrice, c'est la même méthode. Donc le plan perpendiculaire au fil, parce que l'image de chaque point, il y a un autre point symétrique qui contient la même charge. Quelle est l'intersection des deux? C'est l'axe des X. Donc vous voyez que rien, en utilisant la symétrie, je sais que le champ a une seule composante qui est suivant l'axe des X. Deuxième étape, c'est déterminer le champ électrique créé par une charge élémentaire D de Q. Là, vous écrivez juste la définition. Mais, bien sûr, il faut représenter correctement c'est quoi le vecteur U, c'est quoi la distance R, et c'est quoi l'expression D de Q en le paramétrant dans le schéma. Donc, U, c'est le vecteur unitaire dirigé de la charge vers le point M où je calcule le champ. D de Q, c'est un élément de charge du segment, puisque j'ai pris cet axe-là, c'est d de y, donc ce sera lambda fois d de y. Et R, c'est la distance entre d de q et le point M où je calcule le champ. Ensuite, vous représentez le vecteur d de e, c'est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur si la charge est positive. Bon, ici, on suppose qu'on a une distribution de charge positive. Troisième étape, ne calculez que les composantes utiles. D'après la symétrie, la seule composante utile, c'est la composante suivant l'axe des X. Donc, ce qu'il faut calculer, c'est uniquement d de X. Et là, j'insiste sur ces étapes-là. Et par définition, d de X, c'est la projection de d de E suivant l'axe des X. C'est d de E scalaire I. Et là, vous voyez que si vous voulez faire la projection de cet axe, on est obligé d'introduire cet angle que j'appelle ici alpha. Donc, d de Q, ça sera 1 sur 4 pi epsilon 0, d de q sur r carré, cosinus alpha. Voilà les trois premières étapes. Vous voyez, trois premières étapes ne nécessitent aucun calcul. Juste essayer de décrire correctement les étapes. Bien. Maintenant, voilà la quatrième étape, je dis tout à l'heure. Ici, vous avez plusieurs variables. Vous avez alpha, vous avez r, vous avez y. Vous voyez bien que si je prends un autre élément de charge d de q, r va changer. Alpha va changer, Y va changer. C'est ce qu'on appelle des variables non indépendantes. Donc il faut les exprimer en fonction d'une seule. Et souvent ici, on va garder comme seule variable alpha. Donc je dois exprimer d de Y en fonction de alpha, R en fonction de alpha. D'accord? Bien. On doit exprimer le tout en fonction d'une seule. On va l'exprimer en fonction de alpha. Souvent, pour exprimer Y en fonction de alpha, il faut penser soit à la tangente, soit à la cotangente. Ça dépend des cas. Ici, vous voyez bien que c'est la tangente qu'il faut prendre, parce que cette distance c'est A. Tangente alpha, c'est Y sur A. Donc, je peux calculer directement d de Y, c'est A fois la dérivée de tangente. Et la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré alpha, d de alpha. Donc, j'ai exprimé d de Y en fonction de alpha. Qu'est-ce qu'il me reste? R. Là, pour exprimer R en fonction de alpha, vous voyez bien le cosinus, c'est le plus simple.
Cosinus alpha, c'est A sur R. Donc 1 sur R est égal à cosinus alpha sur A. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste qu'à remplacer dans l'expression de d de x. Et vous allez voir, tout va se simplifier. Je remplace d de y par sa valeur. Je remplace 1 sur R carré par sa valeur. Cosinus alpha. Cos carré avec cos carré se simplifie. A avec A carré. Il va me rester uniquement l'intégrale de cosinus alpha d de alpha. Donc vous voyez, ça paraît difficile. Mais si vous suivez exactement les étapes que j'ai décrites, souvent le problème devient très simple. Maintenant, quels sont les bords d'intégration de alpha? L'angle minimum, c'est-à-dire là où démarrent les charges, le minimum des charges, et le maximum des charges, c'est ici. Donc on va intégrer entre alpha 1 et alpha 2. Et l'intégrale de cosinus, c'est sinus, et ça vous donne sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Donc voilà le champ suivant l'axe des x. Très bien. Sur la médiatrice, donc là, cas particulier, vous avez bien alpha 1 égale à moins alpha 2, qui est égal à alpha, donc x c'est lambda sinus alpha sur 2pi epsilon 0 fois a. Troisième cas particulier, si un fil infini, et pour un fil infini, vous voyez bien que alpha va tendre vers pi sur 2, donc c'est lambda sur 2pi epsilon 0 fois a. Maintenant, cas où m n'appartient pas à la médiatrice, d'accord? C'est-à-dire, vous avez un segment fini, cette fois-ci, c'est le seul cas où M n'appartient pas à la médiatrice, un segment fini, et M n'appartient pas à la médiatrice. Autrement dit, dans ce cas, le point M, X et Y, le plan perpendiculaire au segment n'est plus un plan de symétrie, parce que cette partie-là n'est plus symétrique à l'autre. D'accord? Donc vous avez une seule composante non nulle, c'est la composante Z. Et donc, il faut calculer aussi D de Y dans ce cas-là. Est-ce que c'est clair? Donc tout à l'heure, je reprends. Ici, on a pris, bon, vous pouvez prendre ici un fil infini ou bien un fil fini et prendre la médiatrice. Rien ne change dans le calcul. D'accord? Là, on est sur la médiatrice. Et sur la médiatrice, vous avez bien le plan perpendiculaire au segment. C'est un plan de symétrie. Parce que vous avez cette partie-là est symétrique de l'autre. Par contre, si vous prenez un plan qui n'appartient pas, un point qui n'appartient pas à la médiatrice, par exemple ici, vous voyez bien que cette partie-là n'est plus symétrique de l'autre. Et c'est ce cas-là qu'on va traiter maintenant. Si M n'appartient à la médiatrice, vous avez un seul plan de symétrie, c'est le plan de l'écran, c'est-à-dire le plan MXY. Donc la seule composante, c'est la composante perpendiculaire à MXY, c'est-à-dire la composante Z. Donc il faut calculer D de Y aussi. Et D de Y, c'est tout simplement, au lieu de cosinus alpha, vous avez sinus alpha. Donc c'est exactement les mêmes calculs. On a déjà déterminé R, D de X, D de Y. Donc c'est les mêmes calculs, je n'ai pas fait ici le calcul, je vous ai donné juste le résultat. Mais c'est exactement la même chose. Hein, vous allez reprendre exactement à partir de là. Sauf qu'à la place de sinus, cosinus, vous allez avoir sinus. Donc tangente, c'est les mêmes formules. Cosinus, c'est les mêmes formules. Et le résultat, vous allez trouver à la fin tout simplement EY, c'est lambda sur 4 pi epsilon 0a, cosinus alpha 1 moins cosinus alpha 2. Très bien. Maintenant, on va passer à des applications. Donc voilà tout ce qui concerne le champ créé par un fil, un segment sur la médiatrice, hors de la médiatrice, et le même calcul pour un fil infini, c'est le bord d'intégration qui change. Maintenant, on prend un segment de 4 cm, chargé avec une distribution lambda, déterminer le champ en un point M. Quel est le champ en ce point? Donc là, vous êtes dans quel cas? Où M n'appartient pas à la médiatrice. Donc vous avez deux composantes, EX et EY. Donc il suffit de déterminer ce que c'est qu'alpha 1, ce que c'est qu'alpha 2 pour ce point M. Donc alpha 1, nous avons dit que c'est l'angle entre la perpendiculaire au segment et là où démarrent les charges. Donc vous voyez bien que alpha 1 c'est 0. Bon, alpha 2, on va le calculer parce qu'on me donne ici 4 cm dans 2 cm. Donc cosinus alpha 2 c'est 2 sur racine de 20 et sinus alpha 2 c'est 4 sur racine de 20. Vous appliquez ces formules et vous avez bien sûr EX, EY. Et donc E c'est racine carrée de EX carré plus EY au carré. Bien. Maintenant, connaissant le champ au point M, déduire le champ point N, symétrique de M par rapport au segment. Donc là aussi, bien sûr, il ne faut pas faire le calcul. Parce que ce sont deux points symétriques, le champ va se transformer en champ symétrique. Autrement dit, la composante EX au point N, c'est moins EX au point M, et les composantes parallèles sont les mêmes. Et le module, bien sûr, va être le même. Donc vous voyez bien que cette composante, c'est moins celle-là.
celle-là, c'est la même que celle-là. Ça veut dire EX au point N, ce sera moins lambda sur 4 pi epsilon 0 racine de 20. EY, ce sera la même. Et le module, bien sûr, il est le même. Très bien. Autre application, toujours du segment, on vous donne deux demi-droites infinies qui sont séparées par une distance 2D, où il n'y a pas de charge. Déterminer le champ en un point M. Et là, il faut utiliser juste les résultats qu'on a déjà démontrés. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de superposition. Comment décrire ce système à partir des résultats d'un segment chargé avec une distribution de charge lambda? Eh bien, ce système, je peux le représenter par un fil infini chargé avec une distribution de charge lambda, plus un segment chargé avec moins lambda. Donc, si vous posez moins lambda ici, moins lambda plus lambda, ça va vous donner 0, et donc j'obtiens les deux demi-droites. Le champ créé par un fil infini, nous l'avons déterminé. Le champ créé par un segment, nous l'avons déterminé. Donc, le champ créé par ce système-là, on va le calculer sans faire aucun calcul. Donc, le champ créé par le fil plus le champ créé par moins sigma, un segment chargé avec moins lambda, c'est le champ créé par les deux demi-droites chargées avec lambda. Et vous voyez que je retrouve le résultat sans refaire aucun calcul. Bien sûr, sinus alpha est égal à ça, et vous avez le résultat. Donc voilà pour... Bien, vous avez énormément d'exemples sur la vidéo qui est consacrée au TD numéro 2. Donc je vais vous laisser le lien sur la description de la vidéo. Maintenant, je passe à dernier paragraphe où je veux juste rappeler qu'est-ce que c'est qu'une ligne de champ. Donc, les lignes de champ, ce sont des courbes qui sont tangents en chaque point au champ électrique. C'est-à-dire, vous avez en ce point, cette ligne est une ligne de champ. Ça veut dire en chaque point, vous avez le champ électrique et il est tangent à cette ligne-là. Donc, comment le déterminer? Par exemple, si vous voulez déterminer la structure de ligne de champ, il suffit de résoudre l'équation D de L, c'est un élément de ligne de champ vectoriel E, va être égal à 0, parce qu'en chaque point, ils sont parallèles. Bon, quelques propriétés. Il démarre de la charge positive ou à l'infini. Toujours, si vous avez une charge positive, le ligne de champ démarre de la charge vers l'extérieur. Finissent sur une charge négative ou à l'infini. Et les lignes de champ ne peuvent jamais se croiser. Hein? Sinon, vous allez avoir deux champs différents en même point, ce qui n'a pas de sens. Donc, le champ est proportionnel à la densité des lignes de champ. Ça veut dire là où vous avez une grande densité de lignes de champ, ça veut dire que vous avez un fort champ électrique. Donc, voilà l'équation qui permet de déterminer les lignes de champ. C'est D de R vectoriel E égale à 0. Voilà quelques exemples de charges positives. Donc, vous voyez ici, vous avez un champ nul. Hein, il n'y a pas de ligne de champ. Et voilà, loin des charges. Vous voyez, loin des charges, c'est comme vous avez une charge centrée au centre. Bon, un dipôle, voilà les lignes de champ. Le champ, il part de la charge positive vers la charge négative, de la charge positive vers la charge négative. Bon, on reviendra en détail sur la notion de dipôle. Dans des cas compliqués, les lignes de champ deviennent de plus en plus compliquées. Donc voilà pour cette deuxième vidéo où j'ai essayé plutôt d'introduire essentiellement, bon, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la méthode de calcul d'un champ électrique dans le cas où vous avez une distribution continue de charge par la méthode directe. Donc il faut absolument suivre la méthode, la symétrie, les invariances, chercher la composante utile, ensuite ne calculer que la composante utile, c'est-à-dire les composantes non nulles, et dans le calcul des composantes non nulles, si vous avez des variables qui sont indépendantes, il faut les exprimer en fonction d'une seule variable. Pour plus de détails de calcul, allez voir la vidéo qui se trouve, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo-là, sur la série, je crois, numéro 2. Donc voilà, à bientôt. Bien sûr, n'ayez pas peur, vous allez avoir une autre méthode beaucoup plus simple, qui est la méthode qu'on appelle le théorème de Gauss. Donc voilà, bonne continuation et à très bientôt.